fixé l'objectif sur cette heure qui vient de faire une présentation du Lean. Alors, on a la chance, pour l'occasion, d'être accompagné par un certain nombre de personnes qui ont souhaité, en tout cas, nous aider dans cette mission. La première personne sera Nicolas Lebon, auquel je vais laisser la parole juste après, qui est secrétaire général de la Fédération française du bâtiment, qui va nous parler un petit peu des tendances globales du marché et de ses évolutions. Puis Karim Bédiard, qui est responsable régional de la recherche et de l'innovation à CESI, qui fera un petit focus sur la partie Lean. Donc voilà, donc ça c'est la première partie qui va se dérouler sous un format d'une dizaine de minutes. Et puis ensuite, on a convié et ont répondu favorablement Alexandre Docteur, donc qui aura l'occasion de se représenter tout à l'heure, et Romuald Perrault également, où là, l'idée c'est d'échanger sous la forme de questions-réponses, voilà, par rapport à un certain nombre de questions qui reviennent assez fréquemment, qu'on a identifiées. Et on souhaite terminer cette présentation de vulgarisation du Lean Construction avec un témoignage de deux de nos apprentis élèves ingénieurs, donc Lucas et Tanguy, qui sont actuellement en dernière année du cycle ingénieur et qui font l'option Lean, qui existe également et qu'on a mis en place également dans le cycle ingénieur. Voilà. Et on fera un focus en fin de conférence sur le bachelor Lean, et on accordera également une partie pour répondre à vos questions. Nicolas, je te cède la parole. Avec plaisir. Merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Lebon, petit rectificatif. Je suis secrétaire général de la Fédération du bâtiment de Bretagne, uniquement de la région Bretagne. Oui, je vais vous présenter économiquement le secteur du bâtiment et on complétera après sur les grands enjeux en quelques minutes pour mieux vous parler de Lean Construction et de la pertinence du Lean Construction au regard des enjeux. Le secteur du bâtiment en Bretagne, c'est quoi? C'est tout d'abord un marché important, hein, 7 milliards, un peu plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, avec un marché qui est composé à 50% de construction neuve et 50% de rénovation. La partie commande publique représente 20% et la partie commande privée 80%. C'est l'inverse de nos copains des travaux publics qui, eux, sont à 80-20 dans l'autre sens. On compte à peu près 25 000 entreprises du secteur du bâtiment en Bretagne, dont 10 000 sont des entreprises employeurs qui ont des salariés. On a donc une branche qui compte 61 000 salariés. On a coutume de dire qu'on est un des 3 premiers secteurs d'activité en Bretagne, avec l'agriculture, l'agroalimentaire et l'industrie. J'ai moi choisi aujourd'hui de vous parler donc des transitions. Parce que les transitions, c'est celles qui vont nous concerner et qui nous amènent à envisager le Lean Construction de manière, je dirais, plus importante qu'il y a quelques années. La première des transitions, c'est celle dont on parle tous les jours. Le dernier rapport du GIEC le met sur le devant de la scène, c'est la transition environnementale avec les effets du dérèglement climatique. On a un secteur, le secteur du bâtiment, qui est formidable, qui est un secteur qui à la fois nous permet de nous loger, de nous abriter, de nous soigner, de nous éduquer, mais c'est aussi un secteur qui est consommateur d'énergie, puisque notre secteur consomme à peu près 40% des énergies qui sont consommées, tous secteurs confondus. On est aussi émetteur de gaz à effet de serre pour à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre. Alors par rapport à ça, la nécessaire transition environnementale passe aussi par le secteur du bâtiment. Et donc on va devoir massifier la rénovation énergétique du parc existant. On ne va pas pouvoir faire que construire, on va devoir rénover. Et donc l'aspect rénovation va être très important et on verra combien les méthodes du Lean Management peuvent être appliquées à la rénovation. On va avoir un renforcement des exigences en matière de réglementation. C'est la réglementation RE 2020 qui arrive dès le début de cette année 2022. Le deuxième axe fondamental de la transition environnementale, c'est ce que j'appelle la sobriété foncière, c'est-à-dire la nécessité sur un espace qui est fini, la planète, de pouvoir optimiser l'espace. Et cette sobriété foncière, elle se traduit dans une loi, qui est la récente loi donc climat et résilience,
qui nous impose de réduire l'empreinte foncière du bâtiment d'ici 20 ans. D'ici 20 ans, on va devoir être à ce que l'on appelle le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus artificialiser de nouvelles terres pour laisser de la place pour l'agriculture et tout simplement de la place pour pouvoir continuer à vivre sans forcément être dans de l'habitat partout. Alors, on a un autre défi par rapport à ça, c'est d'accueillir 400 000 nouveaux Bretons, rien que pour la Bretagne, à horizon 2040. Donc l'impact de tout ça fait qu'on va avoir une transformation du modèle, on va construire plus, mais on va aussi déconstruire, rénover, déconstruire pour reconstruire. Ça, c'est un point très important de cette sobriété foncière. On va être dans des logiques de déconstruction, reconstruction. Le troisième axe, c'est l'axe de l'économie circulaire. Toujours dans la transition environnementale, comment on va faire? On a un secteur qui est très consommateur de matières premières. On en parle beaucoup aujourd'hui avec la crise ukrainienne. On a des difficultés d'approvisionnement en matériaux. Et donc, l'idée, c'est que sur l'ensemble des matériaux qui sont existants dans ce qui est déjà construit, eh bien, on va devoir de plus en plus déconstruire pour réutiliser une partie des matériaux. Ça pose des tas de questions et ça implique un changement radical de la manière dont on va déconstruire et reconstruire, avec au milieu la mise en place de filières qui seront des filières de recyclage d'une partie des matériaux. On parle de réemploi de matériaux, on parle de matériaux biosourcés ou géosourcés. C'est donc l'acte de construire dans son ensemble qui va connaître une transformation. Là où avant, on construisait du neuf avec des matériaux neufs sur la base d'extraction et de matières premières, et bien demain, on va réutiliser une partie des matériaux qui sont aujourd'hui en place avec des problèmes d'assurabilité, mais aussi des questions d'une chaîne de valeur qu'on va devoir reconstruire tous ensemble. Donc il y a des politiques publiques qui se mettent en place autour de ça, et pour tous les nouveaux entrants dans la profession, c'est des challenges très importants qui vont impliquer des changements de mode constructif avec ces nouveaux matériaux et le réemploi de matériaux déjà existants qui sont tout à fait considérables. Donc les enjeux environnementaux sont réellement au cœur de la transformation de l'acte de construire, avec cette évolution très forte d'un acte de construit qui était principalement sur du neuf, vers un acte de construire qui va être beaucoup sur de la rénovation, de la déconstruction, de la transformation et de la réhabilitation. L'autre sujet dont je souhaitais vous parler, c'est la transition numérique, et ce sera mon dernier, je dirais, changement que je souhaite aborder ce soir, et ça ouvrira peut-être des questions, c'est celui de la transition numérique. Comment on va opérer cette transition environnementale? Eh bien, on va l'opérer avec l'introduction de plus en plus de digital. Et le digital, on va l'introduire dans l'acte de construire. On l'a déjà introduit sur les chantiers avec des tablettes, des smartphones qui nous permettent d'interagir les uns avec les autres. Mais il y a un élément nouveau qui est arrivé il y a quelques années, c'est la maquette numérique, qu'on appelle dans un acronyme anglais le BIM, qui veut dire Building Information Modeling. Ça consiste en quoi le BIM? Ça consiste à construire avant de construire. C'est-à-dire que, comme vous l'avez sur ce schéma, au départ de tout projet architectural, il y a une maquette numérique, c'est-à-dire que le bâtiment, il est projeté en 3 dimensions, alors qu'avant on était en 2 dimensions. Là, on projette le bâtiment en 3 dimensions. Et cette maquette numérique, on va la concevoir dès la programmation d'un bâtiment, en mode programmation-conception. Et tout au long du cycle de vie du produit, on va se référer, l'ensemble des entreprises qui vont construire ou déconstruire ou reconstruire un bâtiment, vont regarder cette maquette numérique et interagir en fonction de la maquette numérique. C'est un élément tout à fait nouveau, c'est très intéressant parce que ça digitalise l'acte de construire et ça évite de la non-qualité en construisant, avant d'avoir construit déjà l'édifice, on va pouvoir repérer sur une maquette numérique les interactions des corps d'État les uns avec les autres. Et ça va pouvoir permettre également, je pense que les intervenants le diront après moi, de mettre en œuvre des process de ligne construction de manière très pertinente avec l'existence de cette maquette numérique. Donc voilà, moi, en quelques minutes, en propos introductifs, ce que je souhaitais dire. L'acte de construire se transforme complètement aujourd'hui sur la base d'innovation, sur la base de réglementation et sur la base d'un impérieux besoin de construire autrement pour pouvoir occuper l'espace autrement
dans une forme de sobriété foncière et dans une forme de sobriété environnementale, parce que c'est les enjeux de ce 21e siècle. Je suis à votre disposition, bien entendu, sur le chat pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci Nicolas. On va maintenant passer la parole à Karim, donc Karim Bédiard. Merci Alexandre, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'être bref. On est en fin de journée, donc je vais faire le plus synthétique possible. Dans les 5 minutes qui me sont allouées, je vais essayer de vous définir ce que c'est que le Lean. Pour ce faire, je vais m'inscrire dans la complémentarité de ce que vient de dire Nicolas. Il a parlé d'un certain nombre d'enjeux climatiques et numériques. Il y a également d'autres enjeux dans le domaine de la construction, et notamment l'enjeu lié à la productivité sur les chantiers. La productivité dans le secteur du bâtiment, c'est la seule productivité qui a chuté depuis des années. Il y a la seule productivité par rapport aux autres secteurs. Il y a un chiffre très facile à retenir. Dans notre métier, la productivité a chuté de 20% sur les 20 dernières années. Donc, c'est quand même assez important. Si on rajoute à ça le fait que sur la plupart des chantiers, la plupart des heures des ouvriers sont perdues, on parle en moyenne de moins de 34% de temps sur le chantier qui apporte de la valeur. À titre d'illustration, les matériaux sur un chantier en moyenne sont déplacés 7 à 8 fois. Les ouvriers se déplacent forcément sans raison. Donc il y a pas mal de pertes de temps sur un chantier. Nicolas a parlé du BIM. C'est évidemment un outil très très important dans le domaine de la construction. Mais il y a également le Lean. Alors, c'est quoi le Lean? Pour moi, le premier acte du Lean est celui des chaînes de production que Henry Ford a mis en place dans ses usines pour limiter les déplacements des opérateurs vers 1910-1911. Et la vraie approche Lean nous vient de l'industrie automobile, de l'industrie notamment automobile japonaise dans les années 50, où l'objectif du Lean était et toujours de limiter, voire éliminer tout ce qui est gras, tout ce qui est inutile, tout ce qui est sans valeur ajoutée sur un chantier. Évidemment, toujours dans un esprit d'amélioration continue. Moi, j'aime bien qualifier le Lean du partenaire minceur de la production. Voilà, pour faire simple. Donc concrètement, il va s'agir de mettre en place un certain nombre de principes qui relèvent souvent du bon sens. Ce sont des principes comme la transparence, l'engagement, l'anticipation, etc. afin d'optimiser évidemment les ressources et les moyens à disposition pour parvenir à une qualité maximale, tout en s'attachant à avoir la performance globale la plus intéressante, de la sécurité sur le chantier et évidemment de la prévention des ouvriers. Voilà pour faire simple sur la définition du Lean. Ensuite, quid du Lean en France? Je sais que quand on aborde ce type de sujet nouveau, on dit toujours qu'on est en retard. Voilà, l'autoflagellation est un sport national. Mais nous ne sommes pas, en fait, pour être honnête, ni en retard, ni en avance dans le domaine du Lean par rapport à d'autres pays. Et il est vrai qu'on a pris le train on a pris le train après un certain nombre de pays, mais on a rattrapé largement notre retard. Les pays où le Lean est bien implanté, bien présent et bien répandu, ce sont les pays de l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis évidemment, les pays nordiques, le Danemark, Suède, Finlande. D'ailleurs, c'est la même chose que sur le BIM. Donc ces pays-là sont bien en avance. L'Angleterre également. Et puis certains pays asiatiques comme le Japon, c'est le pays de la naissance du Lean.
Et puis également des pays comme la Corée du Sud, où la digitalisation et l'industrialisation du chantier est très présente. Voilà pour faire simple. Et puis tout à l'heure, pendant la phase questions-réponses, je suis à votre dispo pour interagir avec vous. Merci Karim et merci Nicolas. Donc par rapport aux éléments que vous avez évoqués, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour vraiment expliquer ce que le Lean et puis donner quelques exemples. Donc par rapport à ça, alors attendez parce que j'ai un écran. Hop. On a convié donc Alexandre Docteur, hop, et je vais basculer, et Romuald Perrault. Ce que je vais vous présenter, ce que je vais vous proposer, messieurs, c'est peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Peut-être Romuald? Bonjour à tous, merci. Je connais quelques personnes, mais pas tout le monde, donc enchanté. Merci encore au CESI pour l'invitation à la proposition. Bien sûr que je suis ravi je suis ravi d'être là. Moi, je suis Lean Manager chez Equance depuis maintenant 5 ans. Au préalable, j'étais ingénieur Lean Management. Et je suis ingénieur saisie à la base, donc à Angoulême, à l'école d'ingénieur par apprentissage. J'ai fait mon parcours pendant 5 ans d'apprentissage dans l'automobile, et puis voilà, maintenant je suis plutôt dans la construction, la maintenance, et je suis passé par 5 ans sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Voilà, un parcours très riche en découvertes, et puis aujourd'hui je manage une équipe de 3 personnes. Et puis voilà, on revendique le Lean au plus haut sommet de l'entreprise Equance, donc qui est le découpage du groupe NJ, qui est en train de se faire en ce moment. Voilà. Alexandre, même exercice. Est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter? Ouais, merci. Bonsoir à tous. Donc, Alexandre Docteur, je suis chef de projet Lean Construction chez Delta Partners. Delta Partners, c'est un cabinet de consultants, mais aussi de pilotes de chantier en Lean Construction. Donc, on conseille, on forme, mais aussi on prend des chantiers et des engagements pour amener le Lean sur des chantiers de construction. Moi, pour mon parcours, j'ai commencé au bas de l'échelle par un CAP et un bac pro, plomberie. Et j'ai connu en fait les désagréments de la construction française là-bas, sur les chantiers directement, avec beaucoup de déplacements, très peu de valeur ajoutée, et à la fin de la journée, beaucoup de fatigue. Donc de là, j'ai décidé quand j'ai réussi à gravir les échelons dans l'encadrement, j'ai décidé de me dédier aux lignes construction parce que j'ai la conviction qu'ensemble, on peut changer le monde de la construction. Merci. Alors, on va commencer avec une première question. Romuald, je vais te laisser y répondre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton métier et donc les liens avec le Lean? Voilà, un petit peu ton quotidien. Alors, En quelques mots. mon métier en quelques mots, quelques mots. En trois axes. Trois axes. Formation, ouais. Donc cet après-midi, je formais des nouveaux chargés d'affaires, par exemple, avec une collègue là au sein d'Axima, du groupe Equance. Un deuxième volet qui est du conseil et un petit peu du conseil et du sponsoring. Donc là, on va accompagner des territoires, des entités, des agences, des projets dans le déploiement, mais on va dire en accompagnement un peu light, avec des ressources qu'on accompagne. Bah, le terme le dit, hein, c'est du sponsoring, du conseil, donc on est plutôt en supervision. Et puis un troisième volet qui est plutôt un volet accompagnement. Donc là, on est vraiment pilote de la transformation parce que l'entité dans l'entreprise n'a pas la ressource adéquate. Donc là, on va vraiment intervenir que ce soit mes équipiers ou moi, en tant que consultant interne, un petit peu le métier qu'expliquait très bien Alexandre à l'instant. Voilà. Ok. Alexandre, est-ce que tu veux apporter un petit complément par rapport à ton métier? Alors, c'est quasiment pareil, bien sûr. On a la partie consultant, coach, que l'on fait nous auprès d'entreprises générales pour amener des méthodologies de ligne construction sur leur chantier. On a la partie, par contre, qui est un peu différente, qui est pilote de chantier, où là, on s'engage auprès de maîtrises d'ouvrage pour piloter en tant qu'OPC Lean des chantiers en ligne construction, notamment le chantier de la cérémonie du 14 juillet
sur les Champs-Élysées à Paris. Je pense qu'on pourra y revenir dessus après. Et enfin, la partie formation, où j'accompagne notamment le CESI Brest et le CESI La Rochelle sur les options ligne construction en dernière année d'ingénieur. Alors justement, on va rester dans le domaine de la formation. Quel parcours de formation, à titre individuel, vous avez suivi pour arriver au métier que vous exercez aujourd'hui? Ben, si je reprends, comme je vous disais, moi j'ai fait un BTS par apprentissage. Alors avant, j'ai un petit peu bricolé l'été, comme tout le monde, entre 16 et 18. Ensuite, mais plutôt dans les domaines de la production, de la construction, un petit peu des deux. Je me suis orienté vers un apprentissage en BTS dans l'automobile. Ça s'est très bien passé. Alors, j'aimais tellement l'école que j'ai voulu continuer en apprentissage. Donc, je suis parti au CESI Angoulême. Et puis, j'ai pu poursuivre dans l'entreprise Delphi, donc entreprise américaine, dans l'automobile, donc naissance du Lean. Et ce qui fait que tout mon apprentissage, je l'ai fait dans ce secteur de la construction très orienté performance opérationnelle au sens large, réduction des gaspillages. Et puis c'était la crise en 2008, donc pour trouver du travail, c'était un peu compliqué. Quand je suis sorti ingénieur, donc j'ai fait une bascule aux arts et métiers de Paris, donc pour me spécialiser en ligne, production et logistique, qui était vraiment quelque chose qui me plaisait pour une entreprise du secteur, du secteur du luxe bien connu, qui s'appelle Louis Vuitton. Et puis, bah, ça m'a emmené à devenir spécialiste de ce métier pour ensuite aller aider l'entreprise Axima à relever la tête sur les chantiers de l'Atlantique. Et puis maintenant, prendre un périmètre un peu plus large sur le groupe Equans aujourd'hui. Voilà un petit peu le parcours très industriel. Merci. Donc Alexandre? pour ma part, c'est beaucoup plus chantier-terrain, de par le fait déjà que juste après mon année de troisième, j'ai basculé sur un CAP et ensuite un bac pro plomberie chauffage. Donc beaucoup de stages en tant qu'ouvrier. C'est là où j'ai découvert la construction, on va dire aussi un petit peu le mauvais côté de la construction. En fait, en école, j'apprenais à faire plein de choses, alors que sur le chantier, je passais plutôt mes journées à transporter des cartons et à pousser des palettes. Donc, c'était pas trop mon truc en fin de compte. J'ai décidé de monter sur des fonctions d'encadrement. Donc, j'ai réussi en fait à aller jusqu'à un master de énergie que j'ai réalisé en alternance chez Equans, donc chez NJ Axima, anciennement maintenant Equans, où Romuald était donc lead manager. J'ai pu voir ce qu'il a fait dans le lead management, notamment parce que j'ai travaillé aussi un petit peu à Saint-Nazaire. Il faut savoir que l'industrie navale est très en avance sur le lean, notamment aussi grâce à Romuald qui a œuvré pour ça, en tout cas dans l'entreprise. Et ensuite, je suis parti en Allemagne, toujours avec Axima, où on avait un gros projet là-bas de construction de paquebot. Et quand je me suis rendu compte qu'on mettait autant de temps en Allemagne pour construire un paquebot de 11 000 personnes qui allait flotter sur l'eau qu'en France pour construire un petit immeuble d'habitation, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, en tout cas en France. Et donc, je me suis intéressé au Lean et j'ai décidé d'intégrer un cabinet de consultants qui était leader, en tout cas, sur le marché du conseil dans le Lean Construction. Alors justement, tu m'offres une transition toute trouvée. Tu parlais du secteur de la navale. D'après vous, quel est le niveau de maturité aujourd'hui du secteur de la construction vis-à-vis du Lean Construction? On part sur une grille de maturité de 4, on va dire 1. D'accord. Donc c'est le premier niveau pour moi. Et si on compare à d'autres secteurs d'activité, donc on parlait du naval, on parlait de l'automobile, on peut parler aussi de l'aéronautique. Ces secteurs-là, je reste sur ta grille de notation, tu les évaluerais à combien aujourd'hui? Ben, la navale à 4, l'automobile l'automobile ouais, on va dire en partant du haut. L'automobile à 4, le luxe à 4, en tout cas chez Louis Vuitton, je vous jure qu'on sort les sacs à main comme des petits pains. Ensuite, un tout petit peu en dessous la construction navale parce qu'il y a un flux de personnes qui est assez incroyable. Hein. C'est, pour ceux qui ont vu Germinal, enfin, c'est 5000 personnes qui bougent, ça grouille, quoi. Le portique,
c'est assez impressionnant. Donc forcément, il y a de la déperdition. Donc je dirais un petit peu moins lean. Et puis beaucoup de déplacements transverses, hein, horizontaux, verticaux, des zones confinées, des zones bloquées. Enfin voilà. Donc il y a des contraintes qui font que ça ne peut pas être beaucoup plus lean que ce que c'est aujourd'hui, à mon sens. Et puis voilà, en niveau 2, qu'est-ce qu'il peut y avoir? L'artisan qui vit bien en ce moment, parce que s'il vit bien, c'est qu'il a trouvé des processus qui lui permettent d'être rentable, sinon il ne serait plus à son travail où il aurait été avalé. Et puis ensuite vient la construction, donc, ce qui nous laisse de belles perspectives, donc, à mon sens. Je laisse Alexandre donner son avis aussi. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Donc, la maturité est là, mais vraiment faiblement. Par contre, les volontés sont assez fortes, voire très fortes. Moi, tous les chefs d'entreprise de la construction, que je rencontre une PME de 10 personnes ou un chef d'entreprise qui a 300 bonhommes sous ses ordres, ils veulent tous changer. Ils savent tous qu'on arrive à un point de rupture, que le bâtiment a du mal à séduire les nouveaux étudiants, la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare, etc., etc. Donc, on a un déficit en fait d'image qu'il faut combler. Et quand on veut combler ce déficit, il faut se demander pourquoi ce déficit est arrivé, plutôt que balancer des millions d'euros dans de la communication. Et pourquoi c'est arrivé? Parce qu'on a énormément de gaspillage. Et comme je vous dis, moi, sur les chantiers, j'ai sué haut et sans même faire mon métier, juste en déplacement et en regret. Donc, le lean construction permet en tout cas, ou la volonté de faire du lean construction, est pour moi mature dans la construction, à un point de non-retour. Le sens de l'histoire, comme le disait aussi, c'est le changement, c'est vivre avec notre siècle. Et donc là, le lean a toute sa place. Alors, Alexandre, tu disais que tu rencontrais beaucoup de chefs d'entreprise, voire la quasi-totalité, qui avaient cette volonté de changement. Justement, est-ce que, d'après vous, existe-t-il une typologie de chantier dans lequel on peut appliquer le lean, ou est-ce applicable sur tous les types de chantiers? Alors moi, je vais reprendre la parole. Pour moi, le lean peut être appliqué partout et tout le temps. Alors je dis ça et ça peut vous faire peur ou quoi. Du moment qu'il y a des gaspillages. Le lean, en fait, est là pour assurer un flux continu en juste à temps, pour éviter ou enlever au maximum les gaspillages, et surtout pas pour faire en sorte que les gens qui font une opération de valeur ajoutée en 1 minute, que demain ils la fassent en 45 secondes. Parce que si leur opération qu'ils font en 1 minute et qui a de la valeur, si à côté ils mettent une demi-heure pour préparer leur poste, et là où il y a un peu moins de valeur, c'est plutôt sur cette demi-heure qu'il faudra travailler. Donc, on le voit aussi dans le domaine hospitalier, où on pourrait se dire, voilà, mais dans le domaine hospitalier, il y a aussi beaucoup de lean. Bientôt, les urgences, ou en tout cas, il y a beaucoup de chefs de service des urgences qui essayent de faire du lean pour assurer un flux continu de malades, une bonne prise en charge, etc. Donc, nous, sur les chantiers de construction, en tout cas, à mon sens, c'est partout, tout le temps. On le voit aussi dans mon entreprise où on fait des chantiers de bâtiments, des bureaux, des petits, des grands chantiers et aussi de l'événementiel. Comme je vous disais, pour le défilé national, la cérémonie nationale du 14 juillet, où là, en fait, le délai est tellement contraint, le défilé doit avoir lieu le 14, qu'on applique du lean pour s'assurer qu'on aura bien les bonnes personnes au bon endroit, qu'on pourra bien accueillir le public et le défilé aura lieu. Justement, je vais rester, et Romuald va compléter, mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, parce que je pense que, justement, en prenant cet exemple du défilé du 14 juillet, où on n'imagine pas trop de lean, hein, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi a consisté ta mission sur ce sujet? Alors, la mission, on a été missionné par le ministère des Armées, qui a à sa charge en fait, l'infrastructure, c'est-à-dire le montage des tribunes, la tribune présidentielle et aussi la tribune des invités. Il faut savoir que hors Covid, c'est quasiment 25 000 personnes qui sont accueillies le jour J, public, familles de défilants, et aussi toutes les personnalités, que ce soit des chefs d'État, le président de la République, ses ministres, etc. Donc, toutes ces personnes-là, il faut réussir à les accueillir le jour J, et pour ça, il faut aussi monter toutes les tribunes, etc. On est très contraint par le temps,
parce que ça se passe sur les Champs-Élysées et qu'on ne peut intervenir qu'après la fête de la musique. Donc, on commence le 22 juin en général. Et tout doit être terminé pour le 13 juillet au soir. Donc là, on a un véritable enjeu planning qu'il faut sécuriser. Et ce que disait très bien Karim, c'est que le Lean Construction, c'est de l'anticipation, de la collaboration et de l'engagement. Donc, au lieu de se dire, on va faire un peu et on verra ce qui va se passer, là, on met beaucoup, beaucoup de rigueur. En fin de compte, on fait de la gestion de projet. On part de la date à laquelle a lieu le défilé et on remonte en rétroactif pour les interventions, les phasages. On découpe tout minutieusement et on prépare aussi tout le décisionnel qui est à côté de ça. Par exemple, une décision de la présidence de la République, c'est pas un coup de fil et on a la réponse. En général, ça doit passer par le cabinet qui appelle, ensuite la police, la préfecture de police de Paris valide. Quand on souhaite avoir une information d'un média, on n'appelle pas tout de suite TF1 ou France 2, mais il faut aussi passer par plein de personnes différentes. Donc, on a énormément une organisation à faire, quasi militaire en fin de compte. C'est le but aussi du défilé, qui permet d'assurer que le jour J, le défilé a bien lieu et que tout se soit bien passé. Ok, merci Alexandre. Romuald, pour revenir sur les typologies de chantier, est-ce que d'après toi, je repose la même question, hein, est-ce que ça s'applique à tous les chantiers ou est-ce qu'il y a des types de chantiers plus spécifiques sur lesquels on peut appliquer le Lean? Écoutez, si on se positionne sur le Lean Construction, je vais tenter de dire, on met pas, et puis c'est malheureusement à l'ordre du jour, mais on met pas la même armée pour le même chantier, quoi. C'est-à-dire que on va pas sortir toute la panoplie et mettre 3 fois le budget du chantier pour 4000 balles et changer une cassette de ventilo-convecteur, quoi. Je veux dire, par contre, sur un chantier à 4 millions ou à 40 millions, bah, c'est peut-être l'heure de se poser un petit peu et puis de se dire, est-ce que je ne mets pas une structure adéquate pour servir mon client, pour garantir la responsabilité et l'autonomie de mes équipes et que la communication du triptyque entreprise, employé et client soit pérenne, robuste et fiable, quoi. Donc, pour moi, oui, je vais répondre à la question quand même. C'est applicable partout, mais on ne mettra pas les mêmes moyens en face, on ne mettra pas les mêmes énergies. Voilà, c'est juste, le Lean aussi dans les services informatiques, on n'en a pas parlé hein, à travers la démarche agile. Euh, c'est euh, c'est une bonne communication, c'est ce que disait Alexandre, c'est s'assurer qu'on a une bonne séquence, c'est s'assurer qu'on a levé tous nos prérequis, euh, etc., etc. Donc oui, oui, on peut l'appliquer, mais de façon un petit peu variée. Donc, oui, pour résumer, oui, on peut l'appliquer et après, on ne va pas mettre les mêmes ingrédients en fonction de la taille du chantier, forcément. C'est ça. Est-ce que vous auriez des exemples d'objectifs atteints grâce au déploiement de cette démarche? Alors, Alexandre, je sais que tu avais prévu quelques photos, donc peut-être que c'est aussi le... Enfin, je sais pas, hein, Tout à fait, absolument. On peut passer sur les... Voilà, donc ces deux photos, alors c'est toujours des choses, on prend un peu les extrêmes, mais c'est ce qu'on arrive à faire avec le Lean Construction. C'est rendre en fait des zones qui devraient être comme ça tout le temps, alors que des zones propres, dégagées, dans lesquelles on va travailler dans la qualité. Le Lean aussi, c'est la recherche de la qualité dans le coût respecté et dans les délais. Donc pour faire de la qualité, vous serez d'accord avec moi que la zone de droite est tout à fait beaucoup plus propice à cela. Et c'est tout le travail qu'on essaie de faire. Si on essaye aussi de passer sur l'autre diapo, tout ça en fait pour en venir à l'humain. Ce qui est important dans le Lean Construction, ça va être la gestion, moi à mon sens bien sûr, hein, la gestion de l'humain. Ça va être former les hommes et les femmes qui font des projets de construction à rechercher de l'amélioration continue, comment s'améliorer, etc., etc. Cette photo, elle est aussi assez représentative. À gauche, on a une réunion de chantier, je vais dire classique, où on se prend la tête entre les mains, on se tient la tête, on ne comprend pas, on est dépité. Pourquoi? Parce qu'on nous demande des choses et en général, ce qu'on nous dit, c'est vous êtes en retard. Vous êtes en retard alors qu'on n'a même pas commencé. Ça, c'est un vrai problème notamment d'anticipation et du décisionnel qui n'a pas été levé en temps et en heure. Quand on fait un chantier qui doit être livré pour les JO en 2024, par exemple, ben nous, on est en 2022, on a l'impression qu'on a du temps, mais quand vous avez 2 ans de travaux, eh ben, ça arrive très, très vite. Et donc, la non-décision aujourd'hui entraînera des grosses conséquences ensuite.
Le Lean Construction, à droite, ça va être de faire participer les personnes qui vont produire, qui vont construire l'ouvrage. Rien que quand on regarde le style vestimentaire, en tout cas l'accoutrement sur ces deux photos-là, on se dit que dans les réunions de chantier, en général, on va avoir des conducs, voire quelquefois les chefs d'entreprise ou des chargés d'affaires. Alors qu'à droite, on a les chefs de chantier, le chef d'équipe, celui qui va aller voir ses équipes et qui va les lancer dans les différentes zones du chantier. Et ce qui est aussi très appréciable dans la photo de droite, donc c'est les réunions qu'on appelle LPS, Last Planner System, c'est la discussion qu'il va y avoir entre le plombier et l'électricien en disant ben, moi je finis cette zone là mardi, tu peux intervenir mercredi. Ok, super, je vais déplacer mes équipes pour venir mercredi. Et la semaine prochaine, est-ce que tu me libères cette zone? Oui. Et pour en revenir à la photo d'avant, tu me la libères dans la bonne qualité, tu me la rends propre? Oui, je m'y engage. Et comme dirait Karim, l'engagement est aussi quelque chose de central dans la démarche d'une construction. Romuald, même question. Ouais, bah, moi je voudrais savoir si Alexandre, c'est subsidiaire, si Alexandre a trouvé un moyen de faire venir le plaquiste aux réunions LPS. Alors, non, mais ça, c'est des très bonnes questions. C'est ce que j'explique aussi beaucoup aux ingénieurs du CESI Brest, par exemple, que je forme. C'est, je leur demande souvent, comme ils sont en alternance, je leur dis souvent, combien de fois avez-vous apporté des croissants dans votre entreprise? Alors, tout le monde, en général, lève la main. Ils le font tous pour se faire bien voir ou pour l'accueil. Par contre, je leur dis, combien de fois vous avez offert votre croissant à vos gars qui sont sur le chantier ou à vos sous-traitants? Et là, d'un coup, il y a beaucoup moins de mains qui se lèvent. Parce qu'en fait, je trouve qu'on perd un peu ce côté humain. Et les gens qui sont sur nous, qui sont avec nous pour le chantier, ils vont construire, ils vont nous aider à atteindre notre objectif. Et en fin de compte, il faudrait les choyer parce que ce sont eux qui sont au centre de nos systèmes de production. Absolument. Ouais, non, moi je partage complètement. Hein, ah oui, j'avais oublié, avant d'être apprenti, je suis fils d'ouvrier aussi. Et donc toute ma vie, j'ai entendu des problèmes de production. Donc en fait, ça m'a sûrement donné l'envie enfin l'envie à mes parents que je fasse des études, ça c'est certain. Et moi, l'envie de résoudre des problématiques opérationnelles. Donc il y a peut-être sûrement dans le chemin, on en est là. Et en parlant de chemin, merci hein, d'afficher. Donc là, ils sont officialisés chez Equance Alors, France. du coup, Romuald, je vais introduire mais finalement ma question parce que je trouve que Ouais. c'est en lien avec le support que je vais te laisser présenter. C'est justement, voilà, si on devait définir le Lean, les outils qu'on utilise dans le cadre du Lean. Donc voilà, j'introduis. Ah ouais, tout à fait. Alors derrière, on l'a dit, c'est de l'humain, c'est une philosophie, hein, le Lean, c'est un état d'esprit, c'est se remettre en cause tous les jours, c'est se dire que parfois on n'est pas bon, parfois on est bon. Enfin voilà, il y a un gros travail humain derrière et introspectif aussi de chacun. À tout niveau. Hein. C'est du top-down, du bottom-up. Donc ça va du patron à l'ouvrier et il faut que tout le monde soit en capacité de se remettre en cause. Certains ont un peu plus de temps que les autres, mais en tout cas, c'est important que ce soit une remise en question collective. Hein, c'est un travail d'équipe. Donc nous, on a validé au sein des coins au sens large. Donc maintenant, on représente 75 000 personnes environ dans le monde. Et 27 000 en France, donc la grosse partie. Euh, on a validé ces 5 standards. Ces 5 standards qu'on veut déployer. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas pouvoir tout faire sur tous les chantiers. Le premier, donc le chemin, ça pas encore, c'est en cours de révision par la communication, hein, maintenant que ça a été validé au niveau structure. On va passer en com, ça va être amélioré là. Le PowerPoint va être amélioré à court terme, mais en tout cas, on a imaginé avec mon collègue expert là et mes 2 autres collègues que le Lean en fait, c'était pas un chemin très limpide. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5 tout le temps quoi. Donc, d'où le fait qu'il y ait cette petite flèche un peu bizarre là, qui traverse, on ne comprend pas trop, c'est un petit peu brouillon. Mais c'est vrai que parfois, on arrive dans des environnements un peu brouillons, on nous pose des problématiques un peu complexes et on doit essayer d'amener un fameux flux continu, flux tiré, etc. etc. Donc, toutes ces notions du Lean, tout ce qui corrobore initialement la production de grandes séries. Quand même, je tiens à le dire, le Lean, l'essence, c'est la production de grandes séries. Aujourd'hui, on est sur des projets, chaque personne du bâtiment va dire que son projet est unique.
tout comme chaque bateau à Saint-Nazaire est un projet unique. Donc, du coup, dès on amène du lean, les gens disent bah, attends, moi je ne fais pas des voitures à la chaîne, hein. Donc, du coup, nous, partant de ces postulats-là, on s'est dit qu'on devait proposer un panel d'outils et de standards qui permettraient à chacun de grandir et de faire grandir ses équipes. Donc, le premier, ça reste le 5S. Le 5S, c'est le plus abordable. C'est trier, ranger, nettoyer, harmoniser ou standardiser et être rigoureux dans le temps. Ce n'est pas juste ranger ou juste nettoyer le poste de travail. C'est cet ensemble, c'est tout ce processus qui doit être ritualisé. Ensuite, on a décidé, une fois qu'on a mis en place, donc c'était la fameuse image nickel qui donnait envie de travailler et d'aller poser le placo chez Alexandre. Donc, une fois qu'on a laissé notre environnement dans cet état, on se dit que ce serait bien de savoir où on en est ou quand est-ce qu'on en aura fini. Et là, on introduit doucement le management visuel de la performance, ce qui va permettre de mieux communiquer en équipe ou multimétier, mais d'abord en équipe. Ça va nous permettre d'introduire les notions de RPO, de résolution de problèmes opérationnels. Donc, on commence à afficher, on commence à partager, à se dire qui commence, qui est en retard, qui a oublié de recevoir le colis, qui a un outil cassé, etc. Donc, on va rentrer dans de la résolution de problèmes et le partager aussi en équipe. Ensuite, le quatrième axe qu'on souhaite développer chez Equans, c'est la marche Gemba ou la Gemba Walk, un petit peu en franglais, excusez-moi, mais c'est la visite terrain, mais pas que orientée sécurité, justement, orientée valeur ajoutée orientée aux yeux du client et sous le regard des opérationnels. Aller interviewer les gens, emmener nos directions, nos équipes de bureaux d'études à différents niveaux, hein, bien sûr, encore une fois, voir les opérationnels, voir la fameuse transformation attendue par le client. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va accélérer dans les mois et années à venir. Et le dernier outil qui est plus ciblé installation, qui est quand même une grosse partie des cons aussi, que ce soit dans les métiers, tous les métiers, hein, du CVC, de la réfrigération, de la protection incendie, ou du nucléaire, hein, toutes ces divisions dans lesquelles on peut intervenir. Donc c'est ce fameux Last Planner System qu'Alexandre a décrit, donc qui est un système de planification et de suivi de l'avancement tout corps d'État. Merci. Alexandre, est-ce que tu veux rajouter des outils? Ou peut-être, bon, je pense pas qu'il y en ait, enfin, il y en a d'autres, mais après, pour toi, si tu devais les catégoriser, lequel vient en premier? Alors, moi, l'outil qui vient en premier et qui est le plus important, c'est le cerveau humain. Alors, C'est un bel outil. démagogique, mais moi, je fais en général, même sur les 4 heures, je crois, les 2 heures d'introduction que je fais aux ingénieurs sur le Lean Construction, je fais exprès de parler d'aucun outil pour vraiment leur parler de philosophie et pour leur parler de la volonté de changement. Parce que les outils, moi, j'en crée même quasiment toutes les semaines et c'est 2 colonnes et 3 lignes sur Excel, en fin de compte. L'important, c'est de trouver qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui a du sens. Et quelquefois, on utilise énormément le management visuel parce qu'avec des simples post-it, on peut réussir à huiler le rouage qui était grippé, à défaire le nœud et à faire avancer les choses. Mais pour ça, il faut comprendre que c'est avant tout une philosophie centrée sur l'humain et que si les humains ne vous font pas remonter leurs problèmes, s'ils vous cachent des choses parce que vous ne les écoutez pas et parce qu'ils ne sont pas au centre de la production, eh ben, vous pourrez mettre n'importe quel outil, ça ne fonctionnera pas. Donc pour moi, l'outil est secondaire. Si je peux quand même en rajouter un, ce serait peut-être, nous, ce qu'on utilise énormément, c'est la planification en chemin de fer. Qui est une planification, qui est un planning beaucoup plus visuel pour montrer des enclenchements. Et que là aussi, je forme les ingénieurs du CESI de Brest à cette méthodologie pour sortir un peu des plannings qui font 50 pages recto verso et qu'on a du mal à comprendre. Merci. Tout à l'heure, on a évoqué un petit peu sur quelle typologie, on s'est posé la question des outils et on voit qu'en dehors des outils, il y a l'humain avant tout, hein. Pour moi, c'est ce qui leur sort, c'est numéro un. D'après vous, aujourd'hui, quel est le principal levier pour appliquer le Lean au sein d'une entreprise? Alexandre, toi qui accompagnes des entreprises, Oui, c'est une très bonne question. On essaye de vraiment comprendre
Pour moi, le principal levier, ça va être la volonté de changement. Quand je rentre dans une entreprise, qu'il soit 3 ou qu'il soit 50, ce que je fais au départ, c'est que je veux les écouter. Déjà, je leur amène les croissants. En général, les langues se délient beaucoup mieux, mais on les écoute. On comprend qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Au départ, tout va bien en général. Et après, on essaye de creuser. Et on leur demande, est-ce que vous faites beaucoup de déplacements? Montrez-moi peut-être les podomètres que vous avez sur vos téléphones portables. Et on se rend compte en fait très vite que des ouvriers font des semi-marathons tous les jours sur les chantiers. Le chantier, c'est un petit bâtiment de 6 étages, et pourtant, eux font des semi-marathons tous les jours. Donc après, on s'étonne qu'ils soient fatigués en rentrant chez eux. Tout ça, en fait, on va essayer de comprendre et surtout de leur faire comprendre. Le changement, il doit venir d'eux. Imposer quelque chose, c'est absolument pas lean. Ce qu'il faut, c'est leur faire comprendre les dysfonctionnements, les mettre dans une démarche d'amélioration continue. Et pour ça, on fait aussi des petits jeux. Moi, en général, j'arrive toujours avec une petite balle de tennis et on essaye de se la passer les uns aux autres et de faire le meilleur temps. Au début, on arrive à se la passer en 10 secondes, après en 5 secondes, donc on a déjà fait un progrès énorme. Et ensuite, je leur dis que le groupe d'hier a fait moins d'une seconde. Et là, on réfléchit. Et là, ils se posent des questions. Comment je pourrais m'améliorer? Je peux aller toujours plus loin. Et quand ceci est ancré dans la tête d'un ouvrier, d'un ingénieur ou d'un chef d'entreprise, qu'on met les bons rituels au bon moment, au bon endroit, qu'on utilise un management visuel simple, d'un coup, l'entreprise progresse. Et l'entreprise monte, ce qu'on appelle la pente de l'amélioration continue. Et à chaque nouvelle amélioration continue, le fait qu'on ne descende pas de la pente est le standard. On va standardiser ce qu'on a fait pour continuer d'avancer. Merci. Romuald, est-ce que tu veux apporter Ouais, non, mais là, j'avais l'impression d'écouter Monsieur Deming. Et donc, du coup, non, excusez-moi, j'étais complètement absorbé. Non, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Je pense qu'on est complètement aligné avec Alexandre, hein, sur l'état d'esprit qui est le cœur, et puis sur la volonté de changement. Mais je vais quand même compléter que si on veut, le gros levier, c'est quand même le top management. Et quand je dis top, c'est celui du haut. Très bien. Merci. Il me reste 2 questions et je vois le temps, on est pas mal, on arrive à respecter notre délai. Est-ce que vous avez un exemple de chantier emblématique ou de chantier qui vous ont marqué justement sur la mise en place de ces démarches? Alors moi, oui. Alors, moi, il faut savoir qu'en fait, la différence avec Romuald, c'est que Romuald est au sein d'une entreprise, même s'il il faisait aussi de montant de la conception-réalisation un peu plus en général. Sinon, il améliore en fait les processus internes dans l'entreprise. Tu me couperas si tu me diras ensuite si je me trompe. Et alors que nous, on raisonne plus au global sur un chantier et souvent en corps d'état séparé. C'est un peu le parent pauvre, le chantier, surtout d'une maîtrise d'ouvrage public en corps d'état séparé. En général, c'est quasiment 100% de retard parce que il y a énormément d'acteurs, il y a des décisions qui ne sont pas prises à temps, etc. Là, on a fait un chantier, on est en train de faire un chantier de 132 logements sur 3 bâtiments à côté de Paris. Le Lean a été amené à la fin de l'appel d'offres des entreprises. Donc, dès que les entreprises ont été désignées, je suis allé les rencontrer pour d'abord les écouter, pour savoir ce qui ne fonctionnait pas sur leur chantier précédent et comment on pourrait s'améliorer. Et à partir de là, en fait, on a déjà, au tout départ, on a réussi à réduire le délai de 9 mois. Alors que, donc, on a réussi à passer à 18 mois de travaux au lieu de 27. Juste parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Donnez-moi vos idées, on va essayer ensemble de créer le planning. Quelquefois, le planning sur les chantiers en méthode classique. Le planning est créé par quelqu'un qui est tout seul, chez lui, dans son bureau, et qui n'a qu'une vision des choses. Moi, le planning, c'est pas du tout ça. Quand je le crée, c'est avec tout le monde. On utilise des post-it, on discute, et on comprend qu'est-ce qui arrange l'autre. Et si ça arrange l'autre personne, on va essayer d'aller dans ce sens. Donc, ce chantier-là, on a déjà réussi à réduire énormément le délai. Et on a réussi à dégager de la marge pour aléa qu'on a mis collaborativement, c'est-à-dire qu'en tant que s'il y a un aléa, on pioche dans cette marge pour toujours livrer à l'heure et ne pas livrer en retard.
Et donc, grâce à ça, on a pu absorber de nombreux aléas. On a découvert qu'il y avait de la pollution sur le site. Et grâce à cette marge et au travail avec toutes les entreprises, on a pu rephaser des travaux. On a beaucoup de tensions sur les matériaux actuellement, mais comme on avait géré dès le début un travail de commande et de lissage des commandes et surtout de repérage des matériaux critiques, ça s'est plutôt très bien passé pour nous. Et ensuite, on a eu des entreprises qui ont été défaillantes. Et ça, on a réussi à le voir aussi grâce au système de production qu'on avait créé. Grâce au LPS que vous avez sous les yeux, on se rend compte très vite si l'entreprise a les effectifs ou pas à mettre en face. Et là, l'entreprise n'avait pas du tout les effectifs. Et si on n'avait pas eu le Lean Construction pour mettre ça en évidence, on serait allé droit dans le mur. Et grâce au Lean Construction, on arrive à mettre des futurs problèmes en évidence et à pouvoir trouver des solutions très en amont avec la phrase que je dis toujours, une mauvaise nouvelle annoncée tôt est une bonne information. Donc, on se nourrit des mauvaises nouvelles de tout le monde, mais bien en amont pour que le jour où elle doit arriver, on ait trouvé une solution de remplacement. Merci Alexandre. Alors, en ligne construction, alors avec le Covid, j'en ai fait un peu moins parce qu'on était un peu à la maison. Donc, j'ai pu faire d'autres choses. En ligne construction, non, c'était pas l'entreprise Alexandre, mais c'était un concurrent, mais avec une entreprise. Là, on a fait le Medipôle à Lyon, à Villeurbanne, pour être précis, qui était un très gros chantier. Nous, on avait la partie CVC, plomberie, fluides médicaux, enfin, on avait plusieurs lots. Et c'est quelque chose qui, sur le papier, c'est le même exemple qu'Alexandre, je ne vais pas le répéter, mais ça ne sortait pas, quoi. Parce que c'était 8 grosses entreprises ou 12 entreprises qui chacun avait sa vision du projet. Et donc, quand on met en série toutes ces visions, il faut 4 ans pour faire le projet. Et puis, on a travaillé la collaboration, on a fait donc tout le LPS, tout le cycle, découpage du bâtiment. C'est des grosses réunions, c'est des gros chantiers. Mais découpage en zones, en micro-zones, planning chemin de fer qui est intégré au LPS chez nous. Et puis des définitions du buffer, de l'économie potentielle, même si on sait qu'on va en consommer. Le but, ça reste de dégager 30% de temps à peu près sur la cible, et puis de la manger le plus doucement possible, on va dire, pour qu'à la fin, c'est bien sorti en 2 ans, en 24 mois, et les gens commençaient à être soignés et opérés 24 mois plus tard. Donc, c'était mon plus gros chantier pour Axima, là, il y a 4 ans en démarrage, 4-5 ans, et il est sorti à l'heure. Moi, j'ai juste été en sponsoring sur ce chantier. On avait un directeur de projet brillant, donc ça a marché, et je suis ravi pour l'équipe. Voilà. Merci. J'ai une toute dernière question, parce que là, on s'adresse à des jeunes qui s'interrogent éventuellement sur le dispositif de Bachelor Lean. Pour vous, c'est quoi la différence par rapport à un jeune qui soit a la possibilité d'aller vers une formation de responsable de chantier, soit d'aller vers un Bachelor Lean Construction? Je t'en prie, Romuald. Oui, moi je veux bien essayer. Donc, il a 2 options. Il est bon par Ouais, donc soit il fait le bachelor ligne construction, soit il va vers un dispositif de responsable de chantier, une formation de responsable de chantier ou un BTS, un DUT. c'est vraiment l'état d'esprit. C'est est-ce qu'il veut être le chef ou est-ce qu'il veut être le copain, en fait. Voilà. Et il aura le temps de switcher dans sa carrière. C'est pas mal résumé. Alexandre? Moi, je pense que le Lean Construction, quand il marche en fait très bien, c'est quand il est appris à l'école, il est appris dans la formation. Ça permet en fait que quand les personnes sont en alternance, ont déjà une attitude d'amélioration continue, connaissent certains outils et commencent à demander à leur hiérarchie, en général ça se passe comme ça, de leur donner un petit projet pilote pour commencer à développer les petites choses. Et on commence toujours très bas. Et en général, on vise au départ le top management en disant est-ce que vous pouvez me donner une petite chose, un petit, même changer une salle de bain.
mais on va peut-être essayer de le faire en ligne, on va peut-être essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas habituellement, on va peut-être essayer de mettre de l'humain. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont une formation en ligne, que ce soit une option ou que ce soit le parcours que vous proposez, qui est un parcours global sur 3 ans et donc très complet, on est sûr que les personnes qui vont sortir de là, ce sont les personnes qui demain vont changer notre industrie. Je pense que Romuald et moi, on essaye avec de former des personnes à changer ça et tout, mais vraiment, j'ai la conviction, moi, que les personnes qui vont changer profondément notre industrie, déjà, c'est des personnes qui viendront de chez nous, c'est des gens qui seront formés à la construction, c'est pas des gens de l'automobile experts qui vont venir dans le bâtiment pour nous expliquer comment faire, ce sont des gens qui auront été formés à la construction, à nos méthodes, aux lignes construction et qui pourront ensuite développer tout un tas d'outils par itération. Ils essaieront au fur et à mesure et dès les premiers résultats, ils pourront s'appuyer dessus pour avancer, avancer, avancer. Et donc l'alternance, dans le cadre de votre formation, c'est une réelle chance d'appliquer avant la fin de la formation, tout au cours de la formation, des premiers projets. Au lieu de faire un planning classique, on va le faire plutôt en chemin de fer. Au lieu de garder tout sur son ordinateur, on va plutôt l'afficher au mur pour faire du management visuel. Au lieu d'aller faire un tour sur le chantier, de lever les yeux au ciel ou sur son téléphone, on va peut-être essayer de regarder la valeur ajoutée et la non-valeur ajoutée, où est-ce qu'elle est. Et enfin, au lieu de dire à un sous-traitant, tu vas faire ci, tu vas faire ça, plutôt lui poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour terminer les travaux à cette date-là? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour t'aider pour qu'on y arrive? Et là, en fait, on aura des résultats qui seront très bons. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci à vous deux. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions et qu'on a réussi à expliquer la philosophie du Lean, ses outils, et voilà. On a souhaité également donner la parole. Alors, vous l'avez compris, on a souvent parlé des élèves ingénieurs parce que à Brest, on a décidé, avec nos collègues de La Rochelle d'ailleurs, d'ouvrir une option Lean pour nos élèves ingénieurs en dernière année. Tanguy, Lucas, j'ai vérifié, normalement, vous étiez avec nous. Oui, bien là. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à tout ce qu'on a évoqué. Donc, aujourd'hui, pour vous présenter très rapidement, donc Tanguy, qui est aujourd'hui au sein de l'entreprise Cardinal, et Lucas, qui est au sein de l'entreprise Eiffage, vous suivez l'option Lean. Comment avez-vous mis en place l'option au sein de votre entreprise dans le cadre de votre projet de fin d'études? Aujourd'hui, donc je travaille chez FH comme vous l'avez dit. J'essaie de mettre en place une démarche collaborative avec toutes les personnes qui sont acteurs du projet sur lequel je travaille et de mettre tout le monde en commun pour une réunion hebdomadaire pour essayer de discuter autour d'éventuels problèmes et de l'avancement sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine et la semaine suivante, et d'anticiper un peu tous les futurs points bloquants qui pourraient arriver et de les anticiper au plus tôt. C'est une des principales missions que j'essaye de mettre en place en ce moment, et le but c'est qu'au fur et à mesure, alors, déjà on est en cours d'apprentissage sur le Lean, donc on n'a pas encore toutes les clés, mais au fur et à mesure on va essayer, enfin je vais essayer avec mes collègues de l'entreprise de mettre ça en place et d'évoluer vers une démarche complète sur le Lean. Merci. Tanguy, même question? Oui, bonjour. Moi, c'est à peu près la même chose que ce que Lucas. Donc, moi, je travaille sur un chantier à Rennes, sur la construction d'un parking. Donc, il y a énormément d'intervenants. Là, pour l'instant, je vais essayer de mettre en place des réunions hebdomadaires, donc à peu près du même style que Lucas, avec en essayant de planifier donc, à 3-4 semaines. Moi, ce qui va m'intéresser, surtout, enfin, l'objectif que je vais essayer d'atteindre, c'est de justement réunir tous les protagonistes, donc les différents sous-traitants, chefs de chantier et conducs, parce que, donc, comme le disait Alexandre, c'est surtout un état d'esprit et une philosophie, et c'est là le grand virage qu'il va falloir prendre dans le bâtiment, c'est-à-dire que il va falloir réussir, faire en sorte qu'ils jouent le jeu, quoi. C'est ça qui va être le plus compliqué, je pense, à mon niveau. Très bien.
Bah, écoutez, je pense que ça recoupe assez bien la conclusion d'Alexandre sur les différentes étapes, etc. Donc en tout cas, bon courage dans le cadre de cette mission.